Au nom du, au nom du bureau de SBT, donc la séance va être juste, puisque je vois que vous avez l'information, la séance donc est enregistrée. Donc, au nom du bureau de l'association Élus Santé publique et territoire, donc Association nationale d'élus pour le développement de la santé publique au sein des collectivités territoriales, je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire, premier donc d'une série de 4. Nous avons essayé de bien séparer les thèmes abordés, même si parfois nous ferons quelques redites, ce qui permettra de lier les concepts. Cette web-série elle a pour objectif de renforcer vos connaissances sur le rôle possible des élus en matière de santé, sur le rôle possible des collectivités locales ou leurs groupements en matière de santé, d'apporter des recommandations concrètes étayées par des interventions d'élus issus de communes de taille et de profils complètement variés, bien illustrées par votre présence aujourd'hui. On utilisera des exemples aboutis de politique locale à partager et tout ça, on essaiera en tous les cas, grâce à ce webinaire, de vous permettre de vous constituer en tous les cas un réseau entre participants ayant les mêmes besoins. Donc la ville, les élus locaux, nous sommes tous des acteurs de santé qui ont la responsabilité d'agir pour créer une ville favorable à la santé, même si la santé n'est pas une compétence obligatoire des communes. Et non seulement donc on est là pour créer une ville favorable à la santé, non seulement en favorisant l'accès aux soins et à la prévention pour tous, mais surtout en incitant à décliner la santé dans toutes les politiques et en agissant sur ces déterminants que sont le système de soins, les comportements individuels, l'environnement et les facteurs psychosociaux. Donc, on vous présente juste aujourd'hui, donc pour rappel, vous avez donc le programme détaillé et on va donc dérouler ce programme détaillé. Je voulais donc, slide suivante Étienne, vous rappeler donc qu'il y aura 3 autres webinaires. La suivante Étienne. Les autres webinaires seront le mercredi 6 octobre, être élu en charge de la santé au sein du conseil municipal, quels moyens, quelles interactions développer au sein de la municipalité ou de l'agglomération. Ce webinaire sera animé par Danielle Valero, première adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes. Le 3e webinaire du 17 novembre sera être élu à la santé, quelle gouvernance, quels outils pour la santé au niveau local, contrats locaux de santé, projets territoriaux, etc. Atelier santé-ville, animé par Alexandra Fourcade, médecin de santé publique adjointe au maire de Neuilly, conseillère départementale. Et le 4e webinaire, on terminera cette web-série le 8 décembre, être élu à la santé, quelles actions en santé, les missions essentielles, inégalité sociale territoriale de santé, prévention, promotion de santé, l'accès aux soins, etc., animé par Francis Brunel, qui est adjoint au maire de Sceaux, à l'action sociale et à la santé publique. Et tous ces élus sont présents aujourd'hui. Vous avez donc un petit ESPT à côté de leur nom. Donc, ils sont membres du bureau, avec bien sûr notre président qui interviendra en premier. Je serai. Alors, ce webinaire est particulier. D'abord, c'est le premier, donc on essuie les plâtres, mais j'aurai la chance d'avoir un grand témoin avec moi. Donc, ce qui va faire que ça va être très difficile de tenir les délais, mais en tous les cas, ça sera très riche. Ce grand témoin est le fondateur de SPT, le président d'honneur, Laurent Elgozi, que je présenterai un peu plus loin tout à l'heure. Un peu plus loin tout à l'heure, c'est ça. Donc, quelques recommandations pratiques. Comme vous êtes nombreux, on a même venant de territoires au-delà de la métropole, puisque nous avons même des représentants de la Guyane. Pendant les présentations de chacun, on coupera vos micros et bien sûr, les micros pourront être réactivés au moment des échanges. On pourra aussi utiliser le chat pour poser les questions. On lira vos questions. Chaque webinaire, comme ça a été indiqué, sera enregistré. On vous enverra, si vous le souhaitez, le lien de l'enregistrement. Vous aurez également les présentations quand il y a des présentations PowerPoint. Et également, on souhaitait pour chaque webinaire vous faire une petite liste très courte, mais de sources documentaires importantes, si ça peut répondre à une attente de votre part.
Donc, ces webinaires sont d'une durée assez courte, donc je ne vais pas trop en profiter pour déborder, pour vous permettre donc de les suivre en plus sur un temps méridien en tous les cas, alors que vous êtes tous très occupés. Donc, nous allons réitérer ce format à la fin de cette web-série. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans le chat sur ce qui vous a plu, sur ce qui vous a moins plu et ce que vous attendez également dans les futurs. Alors, sans plus tarder, on va donc introduire notre premier témoin, qui est donc le nouveau président de SPT depuis novembre 2020, pardon, pas 2001. Gilbert est de formation ingénieur sanitaire de l'École des études en santé publique. Il a exercé dans diverses directions des affaires sanitaires et sociales avant d'intégrer le corps des directeurs d'hôpitaux publics dans plusieurs régions, dont la Normandie, la Lorraine, pour revenir dans ta région de cœur, l'Occitanie. Et Gilbert est adjoint à la santé d'Albi. Gilbert, tu as pour thème pourquoi adhérer à une association d'élus, qu'est-ce que peut apporter une association d'élus? Bien, ben merci Véronique pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais essayer de vous parler de ce qui m'a amené à adhérer à ESPT. Comme vous a dit Véronique, donc, je suis adjoint au maire de la ville d'Albi, dans le Tarn, donc une ville de 50 000 habitants, juste un peu moins, juste en dessous de la barre, et une agglomération de 80 000 habitants. Alors, actuellement, je suis directeur de l'hôpital psychiatrique d'Albi, la Fondation du Bon Sauveur d'Albi. Et en 2013, nous avons créé le CLSM d'Albi, du Tarn, en fait, puisque, en fait, nous voulions développer une politique de santé mentale en coordonnant tous les acteurs de la santé mentale de l'Albigeois. 2013, et on s'est rendu compte que finalement, mettre en synergie tous ces acteurs autour du maire, donc le maire qui avait ce pouvoir de convoquer, de réunir tous ces acteurs, c'était intéressant, ça a permis de faire des choses, de développer des synergies, et ce n'était pas suffisant. C'est pourquoi j'avais suggéré à Madame le maire d'aller plus loin et de conclure un contrat local de santé avec l'ARS. Et en 2019, on a conclu un contrat local de santé. Et aux élections, Madame le maire m'a dit, écoutez, puisque vous avez été à mes côtés en temps, alors je n'étais pas élu à l'époque, venez participer au conseil municipal, intégrer l'équipe municipale. Alors j'ai beaucoup hésité, ma femme n'était pas très chaude, mais enfin bref. Donc je suis maintenant maire adjoint chargé de la santé à la ville d'Albi, avec d'autres missions que je laisse de côté pour ce webinaire. Alors pourquoi être élu à la santé et adhérer à une association? Tout simplement, la santé, elle est impactée par toutes les politiques de la ville. Et vous savez, puisque la plupart d'entre vous sont élus ou proches des élus, que la santé, ce n'est pas une compétence obligatoire de la ville, mais par contre, tout ce qui fait la santé publique, c'est-à-dire les déterminants de santé, que ce soit en matière d'aménagement urbain, d'environnement, de promotion d'une alimentation saine et durable, d'accessibilité à tous, d'activité physique, de déplacement, tout ce qu'on appelle les mobilités, de lutte contre les inégalités sociales et territoriales. Et à Albi, nous avons un quartier qui est un des plus pauvres de France, et on voit qu'il y a des inégalités, notamment dans la santé mentale. Et donc, l'important, c'est que les élus s'impliquent dans ces dossiers-là. Et donc, il m'a semblé important, en tant qu'élu à la santé, de militer pour développer la prise en compte de la santé au niveau des équipes municipales. Et ce n'est pas simple, hein. Je peux vous dire que, pour vous donner un exemple tout à fait simple,
on nous avait refilé le plan de protection des berges du Tarn, puisque le Tarn, c'est une rivière qui érode un peu les berges. Ben, les gens pensaient que ça relevait de la santé. Alors là, c'est un peu fort, hein, mais donc ça montre bien que la culture de santé dans les municipalités, elle n'est pas toujours bien implantée. Alors, il y a des municipalités, je pense à Évry par exemple, ou à Nanterre, où la santé, c'est depuis longtemps que c'est intégré. Par contre, dans un certain nombre de communes, la santé, c'est encore une préoccupation qui est tout à fait accessoire. Et donc, pour nous, pour moi en tout cas, il était intéressant et je dirais même prioritaire d'adhérer à une association. Et donc l'association des élus à la santé, CESPT, qui est une association de loi 1901, hein, donc qui est un réseau d'élus locaux. Et ces élus locaux, la plupart sont des conseillers ou des adjoints en charge de la santé ou dans les petites communes, des conseillers municipaux qui s'occupent de questions, notamment de questions de santé. Cette association, elle a été fondée par Laurent Elgozi, qui est mon prédécesseur, qui a donné une forte impulsion à la prise en compte de la santé dans les communes. Et donc, nous continuons à nous battre, à intervenir pour faire reconnaître cette compétence santé. Et je pense que la crise de la Covid a montré l'importance des élus locaux en matière de santé. Alors, les finalités de notre association, elles sont de 4 ordres. Hein. D'abord, de promouvoir des politiques locales de santé. Hein. Alors, ces politiques locales de santé, on les contractualise avec l'État. Alors, pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé, et avec des outils. Hein. Donc, on a les contrats locaux de santé, on a les conseils locaux de santé mentale ou les ateliers santé-ville. C'est aussi de contribuer à engager toutes les politiques municipales dans un sens favorable à la santé. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, nous sommes en train à Albi d'intégrer, de signer la charte du programme national Nutrition Santé. C'est un programme qui touche à plein de délégations, au sport, à l'éducation, à la jeunesse, ça touche à l'alimentation, ça touche à l'élu qui s'occupe du programme alimentaire territorial, etc. Donc, beaucoup de politiques municipales, même si elles ne sont pas focalisées uniquement sur la santé, ont un volet santé. C'est aussi rapprocher la recherche universitaire et la prise de décision publique en santé, donc avec essayer de donner un éclairage de la prise de décision publique locale. Et là-dessus, nous publions des plaidoyers, nous intervenons dans un certain nombre je pense à l'école de la santé, à l'université de Nanterre, pour travailler sur les problèmes de santé. Et aussi, c'est de partager la réflexion entre élus autour de nos pratiques en connaissance de santé. Alors, nos thématiques, c'est la santé au sens très large, c'est-à-dire la politique de la ville versus santé, la santé mentale, la santé environnementale, la promotion de la santé et la démocratie en santé. Donc il reste 1 minute, donc je vais être très court. Aujourd'hui, un programme, en tout cas pour les villes moyennes et petites villes, qui est les histoires d'attractivité médicale, puisqu'on a des soucis de recrutement médicaux, je pense à Albi, mais ailleurs aussi. Et là-dessus, nous avons des choses à faire. Voilà, je répondrai aux questions. Vous savez, je suis quelqu'un du Sud, donc je parle beaucoup. Merci beaucoup, Gilbert. Alors, cette fois, le grand témoin de ce webinaire, Laurent Elgozi, donc fondateur de SPT, va nous parler comment trouver le bon positionnement quand on est un nouvel élu à la santé. Présenter Laurent est un défi que je ne relèverai pas. Donc, en 2 mots, Laurent est chirurgien. Il a été très tôt marqué par des engagements humanitaires.
adjoint à la santé de Nanterre dès 1989, fondateur de SPT en 2005, à l'origine de nombreux plaidoyers ayant contribué à influencer les politiques publiques et à ce que la prise en compte des enjeux ait remplacé l'intuition. Laurent, je te laisse la parole. Est-ce que nous, élus à la santé, sommes des militants? Est-ce que nous sommes des figurants, des fédérateurs, des solitaires, des poils à gratter ou des illuminés? Peut-être un peu tout ça. Et je te laisse la parole. Donc, tu as un quart d'heure, Laurent. Merci beaucoup. OK, au moins tout ça. Au moins tout ça, le tout dans une vision politique. On est aussi d'abord des politiques. Sinon, on ne serait pas élu, on ferait autre chose ou autrement. Deux mots de présentation pour compléter. Donc, j'ai effectivement été chirurgien. D'abord, merci d'avoir organisé ça. Je suis très heureux que ESPT continue. Voilà, j'ai été créé ESPT en 2005, 15 ans. On a fait beaucoup de choses, tu l'as dit, merci Véronique. Mais la question de la continuité, de la transmission, voilà, de continuer ces combats n'était pas forcément gagné. Donc, merci à tous ceux qui sont présents, à tous ceux qui rejoindront l'ESPT. Donc, j'ai été chirurgien pendant 40 ans à l'hôpital de Nanterre. L'hôpital de Nanterre, ce n'est pas tout à fait neutre, puisque c'est la maison de Nanterre, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, qui est un lieu exemplaire qui lie intimement les questions de soins, de santé, de précarité, d'exclusion, puisque c'est l'établissement qui accueille le CHAPSA, le centre d'accueil et d'hébergement des personnes sans abri. Donc, travailler là et y rester, surtout, c'est déjà donner un sens à la santé qui ne s'arrête pas aux soins, mais qui prend forcément en compte la manière dont les gens vivent. J'ai été effectivement élu en 89, maire adjoint chargé successivement de la santé, de la prévention, de la lutte contre la toxicomanie, des personnes handicapées, et puis enfin des relations avec l'université. Et donc le lien avec la recherche, ça a été évoqué par Francis, est absolument indispensable si on veut pouvoir asseoir nos politiques sur des données probantes, comme on dit aujourd'hui, même si c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. Et puis, et ça répond partiellement à la question de Véronique, c'est bien d'être élu, d'être adjoint dans un conseil municipal. Nanterre, c'est une grosse ville, 90 000 habitants, 15 adjoints, 53 conseillers. Donc, quand on est 8e adjoint, qu'on fait partie de la minorité de la majorité, hein, j'étais socialiste dans une majorité majoritairement communiste, donc très souvent, les élus à la santé sont des élus minoritaires dans la majorité. Du coup, le poids qu'on a, surtout quand on débarque sans avoir finalement jamais été élu, ce qui est le cas de beaucoup, on n'y connaît rien. On n'y connaît rien et il est absolument indispensable d'arriver à trouver des appuis, des connaissances et également à se dire que finalement tout ne va pas se décider au niveau de la municipalité, mais qu'il faut trouver des points d'appui, trouver une légitimité. C'est pour ça que dès 90, moi, j'ai créé 2 associations, une qui s'appelle Si la Parole, qui était une association, qui est toujours une association que je préside et qui est un CARUD, un centre d'accueil et d'aide à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Donc, on voit bien de quel public il me paraissait important de m'occuper à côté de la municipalité, qui était, comme toutes les municipalités, plutôt réticente sur ces questions, puis une autre association qui est l'Association pour l'accueil des gens du voyage dans les Hauts-de-Seine. Là encore, une population exclue, précaire, en mauvaise santé, dont personne n'a envie de s'occuper. Et donc, c'est une manière, le monde associatif, de se donner à la fois des outils, une connaissance et une légitimité pour agir et pour peser au sein de la municipalité, au-delà finalement de son rôle d'élu. Pour dire que être élu à la santé, ça ne donne pas beaucoup de pouvoir si on ne se donne pas d'autres moyens, et en particulier les moyens associatifs. Et puis voilà, il faut aussi dépasser la commune. Et donc, j'ai été membre du GRSP, j'ai présidé l'ARS Île-de-France, j'ai été membre de l'AHAD, puis du CNLE, enfin, un certain nombre d'engagements qui finalement à la fois élargissent le champ de la santé et le rôle du maire adjoint, mais qui également lui donnent de la connaissance, du réseau et de la légitimité par rapport aux autres élus. Et c'est important parce que, encore une fois, on a beau avoir l'étiquette maire adjoint chargé de la santé, ça ne donne pas forcément beaucoup de pouvoir si le reste de la municipalité n'en est pas convaincu.
89, donc, qui arrivait, était complètement ignorant, évidemment. J'avais néanmoins deux convictions. La première, c'est que la santé, ce n'était pas seulement le soin. Ça a été dit, donc je vais être assez rapide, que les élus, le maire avait peu de moyens pour agir sur l'offre de soins, même comme à Nanterre, on a 3 centres de santé municipaux, un centre médico-sportif, donc là, ça permet d'agir sur la partie soins et prévention. Mais si on veut agir véritablement sur la santé, c'est-à-dire sur l'ensemble des déterminants, ben, clairement, il faut sortir du soin. Donc, première conviction, la santé, ce n'est pas seulement le soin, mais c'est l'ensemble des déterminants. Et voilà, le diagramme de Margaret Whitehead et d'Algren, qui date de 89, si je ne me trompe, qui part finalement du génétique et qui finit au politique, montre bien que toutes les décisions que l'on peut prendre au niveau d'un conseil municipal va avoir un impact sur la santé de la population. Et c'est de ça qu'il faut arriver à convaincre ses collègues, les services et le maire pour commencer. Deuxième conviction, la santé, c'est une des toujours première ou deuxième priorité de la population. C'est un facteur de cohésion sociale, c'est un facteur de solidarité, c'est véritablement quelque chose qui fonde les valeurs de l'engagement politique. D'où deux actes. Hein. D'une part, essayer de développer des politiques d'accès aux soins, d'accès à la prévention, premier axe. Et deuxième axe, travailler avec tous les autres élus et les services pour que, comme on dit, la santé intervienne dans toutes les politiques. La santé dans toutes les politiques, je vous rappelle que c'est un engagement de la loi de santé publique québécoise de 2004. Donc, on est bien après 89. On est avant maintenant, mais on voit bien qu'entre 89 et 2021, il y a eu en particulier cette loi qui a complètement popularisé ou rendu de plus en plus évidente cette notion, la santé dans toutes les politiques. Et donc, la santé est la résultante ultime des décisions que nous prenons en tant qu'élus locaux. Voilà. Et donc, évidemment, il faut élargir. Bon, ça a été dit par Gilbert, la ville n'a pas de compétences en santé, on le sait, mais en 2000, les ateliers santé-ville, donc de la politique de la ville, pour les quartiers politiques de la ville, pour réduire les inégalités sociales et territoriales, a donné aux villes à la fois un outil, l'atelier santé-ville, donc de la légitimité, de l'ingénierie et un petit peu de moyens, et donc a changé la nature du positionnement du maire dans ces questions de santé par rapport au pouvoir public de santé. Et du coup, en 2005, la délégation interministérielle à la ville avait fait un séminaire, bilan et perspective des ateliers santé-ville, à partir de laquelle un certain nombre d'élus, une douzaine à l'époque, se sont réunis pour dire il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on se rassemble, il faut, comme l'a dit, Gilbert, il faut qu'on se mette ensemble pour plaider, faire connaître, et puis nous-mêmes nous former. Donc, on a créé maintenant en novembre 2005, avec un peu la bénédiction de la politique de la ville, ou clairement avec la bénédiction de la politique de la ville, et un financement qui perdure jusqu'à maintenant, une association, Élus Santé Publique et Territoire, pour rassembler des élus, développer des politiques locales de santé, dans un cadre contractualisé avec l'État ou avec les ARS, pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Ces trois bouts de phrase définissent ce qu'on veut faire avec comme outil la formation, le réseau, les échanges et le plaidoyer, et puis les journées nationales d'études, dont, encore une fois, les actes sont, je crois, toujours accessibles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Il y a trois facteurs majeurs qui font que le positionnement de l'élu à la santé a complètement changé. En 89, on était finalement, il n'y avait pas, je crois qu'il y avait une douzaine de pourcents de villes de plus de 10 000 habitants qui avaient un élu à la santé. Aujourd'hui, c'est d'une grande banalité, c'est une quasi-évidence. Ce n'est pas forcément santé seule, mais que la compétence santé soit représentée par un élu ou par un conseiller municipal délégué, c'est pratiquement une évidence. Qu'est-ce qui a changé donc en 30 ans. Les questions d'environnement et donc de santé environnementale sont des questions majeures. Pour toute la population, ce sont des questions qui, quand on les interroge, qui sont au premier plan. Ça prend toutes sortes de formes, des bonnes et des mauvaises, des lignes à haute tension à la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation, les transports. Donc cette question santé-environnement, elle est aujourd'hui centrale, pas du développement,
le lien avec le développement durable, le lien avec la biodiversité, le concept One Health, une santé la même pour tous, des arbres jusqu'aux humains et à la planète. Toutes ces notions-là sont aujourd'hui des notions extrêmement popularisées et qui mobilisent la population. Et si ça mobilise la population, le moins qu'on puisse faire, c'est que quand on est élu, on s'en fasse. Donc cette notion de ville favorable à la santé, c'est-à-dire faire en sorte que nos décisions permettent aux habitants de vivre dans le meilleur environnement possible par rapport à leur santé, c'est devenu une évidence. Deuxième idée qui est largement répandue, la question des inégalités sociales et territoriales de santé. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a même 10 ans, quand on parlait d'inégalités sociales de santé, on était un peu regardé comme un emmerdeur, comme quelqu'un ou comme un militant, quelquefois la même chose, en tout cas quelqu'un qui avait des obsessions et qui ne voyait pas que la France avait, je cite, le meilleur système de santé du monde et que donc les inégalités de santé, c'était extrêmement marginal, oui, ça touchait ceux qui ne voulaient pas se soigner, en gros. On était plus sur des questions de comportement et de mauvaises actions individuelles, plus que sur une question de non, l'état de santé d'une bonne partie de la population n'est pas bon pour différentes raisons, en particulier environnementales. En tout cas, cette question inégalité sociale et territoriale de santé, et donc si on inclut la notion de territoire, on voit bien que les collectivités territoriales sont au premier plan, est devenue prééminente. Troisième changement majeur, la pandémie. Aujourd'hui, même le président de la République est convaincu que les élus locaux ont été un chaînon majeur, indispensable, incontournable dans la prise en charge de la pandémie. Que ce soit pour la distribution des outils de prévention, que ce soit pour l'organisation des vaccinations, que ce soit pour le fait d'aller chercher les populations les plus éloignées, que ce soit pour la lutte contre les exclusions, que ce soit pour le plaidoyer. Sans les élus locaux, la lutte contre la pandémie aurait été une catastrophe absolue. Et je crois que cette idée-là, tout le monde, alors les gens peuvent être contre, peuvent dire c'est pas aux élus de s'en occuper, les élus peuvent dire c'est pas notre affaire, l'ARS peut dire mais non, l'ARS, non. Mais l'évidence, c'est que sans les collectivités locales, la prise en charge d'une crise comme la pandémie n'aurait pas été possible. Donc, trois changements assez fondamentaux dans l'esprit des gens, dans la compréhension de ce qu'est la santé, qui font qu'aujourd'hui, le rôle des élus est absolument incontournable. Et donc, l'engagement des élus locaux dans la santé est devenu complètement légitime, sinon obligatoire. Et cependant la loi 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification, qui est en cours de débat, ne fait quasiment aucune place aux collectivités locales, ne décentralise pas, comme on l'aurait souhaité, ne territorialise pas les politiques de santé. Et il y a là, me semble-t-il, en tout cas c'est ce que je plaide, il y a là la place pour un combat d'élus santé publique et territoire pour faire valoir la question de la territorialisation de la politique de santé et son inscription avec les moyens nécessaires dans la loi dite 3DS. Positionnement de l'élu à la santé à partir de tout ça aujourd'hui. D'abord, un rôle d'éveilleur. Ce que je dis, tous les élus, tous les maires, tous les responsables politiques ou administratifs devraient en être convaincus, donc convaincre les autres que finalement, nos collègues, que finalement, eux aussi, ils ont une action en santé, que même si vous êtes le maire adjoint à la santé, eux aussi ont un rôle dans la santé, qui font de la santé comme on fait de la prose sans le savoir. Deuxième rôle d'assembleur. Ça a été évoqué par Gilbert. Les acteurs de la santé sont multiples. Encore une fois, il y a évidemment les libéraux, médecins, pharmaciens, infirmiers, réunis ou pas en CPTS, en communauté professionnelle territoriale de santé. Il y a l'hôpital, il y a les établissements, les EHPAD, il y a les associations, il y a le soin à domicile, il y a les pouvoirs publics, l'ARS bien sûr, mais également la politique de la ville, l'éducation nationale, la police, la préfecture. Tous ces gens sont des acteurs de santé. Et puis, il y a fondamentalement la population. Comment on agit avec et pour la population pour améliorer sa santé. Donc, cette question de mise ensemble de l'ensemble de ces acteurs pour faire une politique de santé, on l'a formalisé sous le terme de pouvoir de convocation du maire. Le seul acteur sur un territoire qui peut mettre ensemble
toutes ces forces, encore une fois, du préfet au président d'association ou aux médecins libéraux, ensemble ou pas, le seul qui a ce pouvoir de convocation, c'est le maire, et on l'a formalisé à propos de la santé mentale, et ça aboutit au référentiel CLSM, qui est un très bon exemple, là, puisque le trépied du CLSM, c'est le maire, le psychiatre, donc professionnel de santé spécialisés, et les représentants des usagers, donc éléments de démocratie en santé. Pareil pour les CLS, où il faut développer aussi des conseils locaux en santé pour faire vivre le contrat local de santé. Troisième rôle d'animateur, parce que c'est bien d'avoir mis tous ces gens autour de la table, c'est tout à fait sympathique, quelquefois un peu conflictuel, mais en tout cas, c'est déjà une première étape. Après ça, il faut animer, ça veut dire qu'il faut élaborer des priorités, et pour élaborer des priorités, il faut avoir des données, et les données, il faut les travailler avec des chercheurs, et en particulier les géographes de la santé, les sociologues, les démographes, les épidémiologistes. Bref, il faut donc avoir des données probantes, il faut avoir l'avis de la population, et à partir de tout ça, élaborer des priorités, mettre en place un comité de pilotage, soutenir les actions des uns et des autres. Ce n'est pas à la ville de tout faire, il y a tout un tas d'acteurs qui doivent s'engager, mais dans un cadre défini ensemble, qu'on peut appeler le contrat local de santé, puisque ça existe et que c'est un bon outil. Puis, il faut aussi mettre des moyens, ça veut dire que la ville doit financer un certain nombre de choses, cofinancer, on n'a jamais financé seul, mais en tout cas cofinancer et aider aussi à évaluer et à retourner vers la population. Encore une fois, on est des acteurs élus démocratiquement, on a un mandat et on doit retourner vers notre population pour leur dire voilà ce qu'on a décidé ensemble, voilà ce que ça a produit, voilà ce qu'on a fait, etc. Quatrième rôle, et c'est le dernier, rôle d'avocat ou rôle de plaidoyer. Ça aussi, ça a été juste évoqué, mais plaidoyer à partir de ce qu'on a observé, donc diagnostic local, à partir des difficultés qu'on a mis en évidence, à partir des actions qu'on a mises en place et du résultat, plaider auprès des ARS, auprès du gouvernement, auprès de la population, pour promouvoir une meilleure santé, promouvoir des actions de protection de la santé, des actions, encore une fois, environnementales, en toutes les actions qu'on met en place, des actions de réduction des inégalités. Et là, l'intérêt d'être au sein d'une association comme ESPT, c'est qu'évidemment, tout seul, c'est bien d'aller plaider auprès du directeur de l'ARS. Lorsqu'on plaide au nom d'élus santé publique et territoire ou comme en Île-de-France, de la commission santé de l'association des maires d'Île-de-France, on a évidemment beaucoup plus de poids, beaucoup plus de légitimité et on peut être entendu. Et donc, l'intérêt de SPT et l'intérêt de se positionner dans cette association, c'est évidemment d'élargir la capacité de connaissance, de formation et d'argumentation. J'ajoute que Élus Santé Publique et Territoire est en lien avec une myriade d'autres structures. Je pense au réseau des villes santé OMS, à la Fabrique Territoire Santé, dont on a vu qu'elle était présente, au réseau Environnement Santé, aux chercheurs et en particulier aux géographes de la santé de Nanterre, au Centre collaborateur de l'OMS pour la santé mentale, à la Société française de santé publique, à la Société française Environnement Santé, à l'association des nationales de prévention des addictions, l'AMPA, bref. Et du coup, on élargit ainsi à la fois ses connaissances, ses liens, son réseau, son pouvoir d'agir, et on peut véritablement, au sein de sa municipalité, devenir un acteur majeur, un animateur majeur d'une politique qui dépasse largement, stricto sensu, le champ de la maladie et du soin, et qui impulse une meilleure santé, un environnement favorable, une ville favorable à la santé. Et je terminerai pour dire que ce travail de plaidoyer, il a une actualité majeure. Je vais parler de la loi 3DS, mais il y a également des élections présidentielles. En 2017, on s'était réunis au sein d'une coalition avec tous les acteurs que je viens d'évoquer, coalition prévention promotion de la santé, et on avait interrogé les candidats sur quelle était leur vision de la santé publique, du rôle des collectivités et, in fine, comment ils envisageaient de réformer le système de santé pour qu'il soit plus favorable à la santé de tous et réduise les inégalités. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurent, pour cet éclairage nourri. On aimerait pouvoir
plus échanger avec toi. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 2 questions. Il y a déjà Sylvie Justaume de Bordeaux. Sylvie, est-ce que vous voulez poser votre question? Est-ce que vous voulez que je reprenne ce qu'il y a dans le chat? Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Oui, oui, voilà, vous m'entendez? J'ai ouvert mon micro. Bonjour à tous. Je suis peut-être arrivée un petit peu en retard parce qu'on terminait la conférence de presse de rentrée avec Monsieur le maire. Et effectivement, j'abonde dans tout ce que vient de dire Laurent Elgozi, parce que la santé est vraiment transversale et la population en demande, en redemande, le met vraiment au premier rang de ses soucis, bien sûr, depuis le début de la crise Covid, à Bordeaux comme ailleurs, j'imagine. La difficulté qu'on a, c'est que, bon, d'une part, ma question était précise, c'était sur les conflits d'intérêts, parce que j'ai entendu que l'un des leviers, c'était de s'appuyer et de développer sa légitimité en s'appuyant sur des assos, en créant des assos. Et nous, on a une règle déontologique à Bordeaux, j'imagine ailleurs aussi, c'est que pour éviter tout conflit d'intérêts, on doit démissionner de toute implication dans une asso précédant l'élection, a fortiori. Donc, on ne peut pas créer d'asso non plus en tant qu'élu. Voilà, c'était la question plus précise, mais globalement, je suis tout à fait d'accord avec les rôles que développe, enfin que précise Laurent Elgozi, et j'essaye vraiment de m'y appliquer dans ce sens-là. Et au final, je m'aperçois que la santé est partout, mais à force d'être partout, elle n'est un petit peu nulle part. J'en ai fait l'expérience là en conférence de presse, c'est-à-dire que bien sûr que le vélo, c'est la santé, bien sûr que l'alimentation saine et la permaculture dans Bordeaux, c'est la santé, bien sûr que la limitation de la vitesse à 30 km/h pour les voitures, c'est la santé, l'extension des zones piétonnes et les abords des écoles, on a appelé ça la rue aux enfants, c'est aussi la santé, mais du coup, concrètement, c'est décliné par d'autres délégations, et la santé, bon, elle est souvent citée, mais bien sûr que je pilote le CLS, le CLSM, mais j'ai aussi créé une cellule de crise santé mentale spécifique à la mairie, parce que justement, on manquait de visibilité mairie, et on manquait aussi de visibilité santé de manière directe. Alors peut-être ça va se faire petit à petit, notamment par tous les partenariats que j'ai avec des instituts de recherche et des écoles de santé. Je trouve que ça, c'est très, très important, effectivement, à mettre en avant. En 2 mots, sur les associations, la loi est très claire. On ne peut pas faire partie de l'exécutif ou du conseil d'administration d'une association si elle reçoit des financements ou des aides, même indirectes, de la part de la mairie. Si elle n'en reçoit pas, et donc c'est une exigence à avoir, rien ne vous empêche d'être président d'une association locale, nationale ou internationale. Simplement, il ne faut pas qu'à aucun moment, la ville ne contribue au fonctionnement de cette association. C'est clair. Sur les limites de la santé, oui, il n'y en a pas. Si on dit la santé est présente dans toutes les politiques ou toutes les décisions que l'on prend contribuent à la santé, évidemment, on a quelque chose à dire. Sauf que ce n'est pas au maire adjoint ni au service santé de faire tout ça, mais je l'ai dit, être rassembleur, être animateur, mettre en convergence, aider à ce que les choses puissent se faire, y compris sur le vélo. Sur le vélo, ce n'est pas vous qui allez pédaler pour montrer que les pistes cyclables sont bonnes. Mais par contre, faire en sorte qu'elles passent aux bons endroits, ou en tout cas contribuer au plan vélo, ça ne me paraît pas délirant. Après ça, il y a ce qui est possible, il y a le temps dont on dispose, il y a le fait que d'autres prennent en charge, mais mettre dans la tête de celui qui va faire le plan vélo que il contribue aussi à améliorer la santé de la population. Aujourd'hui, c'est une évidence. Ça ne l'était pas il y a 20 ans. Merci beaucoup. Cette fois, on arrive au moment de ce webinaire, on va rentrer sur des actions de terrain. Nous sommes souvent sollicités par des communes, et notamment des petites communes, mais aussi des groupements de communes, des EPCI qui nous sollicitent aussi pour voir de quelle façon ils pourraient animer leur territoire en associant des petites villes à certaines actions santé. C'est pour ça qu'on a choisi 2 thèmes qui reviennent de façon récurrente, que sont d'une part l'attractivité du territoire et comment un élu à la santé peut favoriser l'installation d'un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, etc. Et la question de santé environnementale. Alors, pour le premier thème, qui est donc
l'attractivité médicale et l'accès aux soins. Nous avons la chance, et merci Dominique, on est un petit peu en retard, je sais que vous consultez beaucoup et que vous êtes très, très sollicité. Dominique Poggi, qui est donc adjoint à la santé à Cargès depuis 2001, diplômé de la faculté de Toulouse. Dominique s'est installé donc à Cargès, dont il était originaire, dans un cabinet de médecine rurale, donc dans une ville qui à l'époque était considérée comme locale. Donc les conditions d'exercice à la fois rurales, mais avec une forte activité touristique en saison. Et donc, Dominique a eu l'idée d'un projet ambitieux dont il va nous parler maintenant. Le discutant, celui qui reprendra les thèmes forts de cette présentation, sera Yves Charpak. Yves Charpak est médecin de santé publique, épidémiologiste, évaluateur. Yves a eu des fonctions à l'OMS, il a des activités dans diverses institutions en France et en Europe. Il est élu local depuis mars 2020 à l'Archamp. Alors Dominique, je ne vais pas demander aux participants s'ils savent où est l'Archamp. C'est une commune rurale de Seine-et-Marne de 750 habitants. Donc, quel questionnement aussi du positionnement d'un élu dans une ville de cette taille, un élu à la santé. Et donc, Yves est administrateur SPT. Voilà, Dominique, je vous laisse la parole et Yves pour animer ce témoignage de terrain. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, oui. Oui, donc je suis Dominique Poggi. Moi, je suis adjoint à la mairie de Cargès, qui est une toute petite commune de station balnéaire au nord d'Ajaccio. Nous avons été évidemment confrontés, comme beaucoup d'endroits, à des problèmes de désertification médicale et en tant qu'ayant cette double casquette, c'est-à-dire adjoint au maire et depuis 2001 et médecin généraliste, on a eu l'opportunité ici de pouvoir articuler un projet qui comprenait la création d'un EHPAD par la Mutualité de France. La seule intervention de la mairie à ce sujet était de mettre à disposition un terrain. Et pour pouvoir faire avancer ce dossier de façon plus rapide, j'ai eu l'idée d'y adjoindre une maison de santé pluridisciplinaire qui donc est physiquement au sein de l'EHPAD. La Mutualité de France a été d'accord pour participer au projet, ce qui nous a facilité les choses évidemment puisque ça nous a exonéré de tout le côté construction des bâtiments. À ce moment-là, j'ai sollicité l'ARS et les collectivités locales qui, évidemment, ont été très favorables au projet, nous ont soutenus depuis le départ. Mais ce qui a été aussi important, c'est que en tant que professionnel de santé, j'ai réuni tous les professionnels de santé de la micro-région et ils ont tous adhéré au projet de façon unanime, ce qui a quand même facilité beaucoup les choses. Et donc, on a pu créer cette maison de santé qui est un pôle de santé parce qu'on a choisi en fait de ne pas y exercer, de ne pas y mettre nos cabinets, mais d'y exercer à tour de rôle. Donc, ce pôle de santé, dont le but évidemment principal était de lutter contre la désertification médicale, on l'a articulé sur 4 axes principaux. Le premier, c'était d'y faire de la concertation pluridisciplinaire entre les différents professionnels de santé autour de notre patientèle. Le deuxième, c'est de pouvoir y faire de la consultation spécialisée avancée avec des spécialistes libéraux et hospitaliers qui viennent d'Ajaccio 1 ou 2 fois par mois pour faire des consultations avancées. Le troisième axe, c'était d'en faire une maison de garde qui donc nous permet d'avoir une astreinte de permanence des soins, mais aussi de SAMU, puisque nous sommes médecins correspondants à SAMU, parce que nous sommes quand même très éloignés de d'Ajaccio. Et le quatrième axe, c'était d'y faire de la formation, et, puisque nous sommes maîtres de stage, et nous avons donc des stagiaires, des internes en médecine très régulièrement. Bon, le pôle de santé est opérationnel depuis 2016. Ça a été assez long de pouvoir le mettre en forme, avec beaucoup de difficultés administratives.
qui d'ailleurs peuvent être décourageantes assez souvent. Mais bon, on a tenu le cap et finalement, on a réussi à démarrer en 2016 à la satisfaction générale. Bon, là-dessus, évidemment, la crise de la Covid nous a permis d'avoir un positionnement encore plus important puisque nous sommes devenus centre de dépistage et centre de vaccination. Et bien évidemment, ça m'a permis, par exemple, à titre personnel, de trouver une associée qui était une petite interne stagiaire qui est venue chez nous, qui a été très intéressée par le fonctionnement du pôle de santé et qui donc a fini par s'associer avec nous. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le côté juridique, le pôle de santé est géré par deux entités différentes. Il y a une association de loi 1901 qui prend en charge les frais de fonctionnement de la structure, c'est-à-dire le loyer, puisque nous louons les locaux à la Mutualité de France, ce qui concerne les fonctionnements, les assurances, l'électricité, enfin, le fonctionnement basique, le matériel consommable, médical et bureautique. Et parallèlement à l'association, nous avons une SISA, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, dans laquelle sont tous les membres tous les professionnels de santé qui interviennent dans le pôle de santé sont membres de cette SISA. Et avec la SISA, nous avons signé un ACI avec la CPAM qui nous permet d'avoir des subventions sur des axes bien précis de santé publique. Et ça nous a permis, par exemple, de créer un poste de secrétaire coordinatrice sur la CISA. Nous avons une infirmière aussi coordinatrice à temps partiel sur la CISA. Une dernière chose qui peut peut-être vous intéresser, c'est qu'au moment où on a commencé à monter le projet, on a signé avec l'ARS, la municipalité de Cargèse, on a signé avec l'ARS un contrat local de santé. On a été le premier en Corse, qui malheureusement ne fonctionne pas beaucoup parce que en fait, il a pas mal fonctionné au départ sur des objectifs très précis. Mais c'est vrai que là, maintenant, on est un petit peu, toute notre énergie a été absorbée par la crise de la Covid et le fonctionnement du centre de vaccination. Voilà, pour résumer. Mais merci Dominique de cette présentation. Alors moi qui suis un très jeune élu, mais un peu plus vieux dans la santé, j'ai été il se trouve que je suis un visiteur de Cargèse depuis toujours, puisque la première fois que j'y suis allé, j'avais 7 ans et j'y suis retourné très régulièrement depuis. Donc j'ai tendance à suivre tout ce qui s'y passe et j'ai vu arriver ce centre, ce pôle santé autour de l'EHPAD, qui a été assez médiatisé d'ailleurs au moment de sa création, enfin en tout cas au début. Et je dois dire que j'ai suivi parce qu'il y a aussi une communication autour de ce pôle santé. Il y a aujourd'hui une communication sur des réseaux sociaux, entre autres. Et au moment de la crise Covid, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la capacité et l'engagement de quelques-uns, alors j'ai envie de dire de Dominique Poggi en particulier, parce que on oublie de parler, on oublie quand on parle des projets du fait qu'il faut qu'il y ait quelques personnes qui s'engagent vraiment et qui y mettent toute leur énergie. Je crois que c'est ce qui a fait que ce projet a fonctionné. Et ça a été dit par Laurent Elgozi, il faut s'engager, quoi. Il faut à un moment donné prendre les choses en main et affronter toutes les petites difficultés, ou petites ou grosses d'ailleurs. Et au moment de la crise Covid, l'existence de ce pôle santé a fait probablement toute la différence pour pouvoir commencer à travailler vraiment. C'est-à-dire que c'est le pôle santé, parce qu'il existait déjà, qui a pu se positionner pour être centre de dépistage pour le Covid, puis ensuite de se positionner pour être un centre de vaccination dans une zone où je rappelle qu'il y a, Dominique ne l'a pas dit, mais il y a 7 à 8 000 habitants en temps normal, toute la bande côtière, ce qui n'est pas beaucoup, et c'est devenu un centre de vaccination qui, même en été, a vacciné des touristes et qui a vacciné plus de 8 000 personnes aujourd'hui pour une petite population, en fin de compte. Et je trouve ça très impressionnant
et pour moi illustratif du fait que s'il n'y a pas des infrastructures un peu solides et des gens engagés, eh bien, on peut pas penser qu'au moment où une crise arrive, les choses vont marcher toutes seules. Donc, il faut qu'on ait en tête en permanence qu'avoir de bonnes infrastructures, c'est aussi une garantie pour que les choses fonctionnent quand on en a encore plus besoin que dans la routine. Voilà, je laisse la parole pour des questions. Je me suis un peu étendu là, mais c'est pour moi très important. C'est vraiment, il faut qu'il y ait de l'infrastructure solide et des professionnels engagés pour qu'on puisse espérer que les choses fonctionnent. Voilà, il n'y a pas que la gouvernance et la qualité de la pensée au sommet qui fait le tout. S'il y a des questions, je n'ai pas vu. Alexandra avait une question. Oui. Alexandra, tu évoquais d'avoir plus d'informations sur les raisons du blocage du contrat local de santé. Je remercie beaucoup pour cette présentation et ce binôme-là avec Yves qui vient de dire des choses très importantes sur les prérequis en matière de gestion de crise réussie et sur l'importance des infrastructures préalables. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Je voulais juste approfondir un point que Dominique Poggi nous a évoqué sur le fait que le contrat qui a été signé, contrat local de santé, apparemment était un peu bloqué. Alors, est-ce que c'est uniquement conjoncturel lié à la crise qui est arrivée derrière et qui empêche ce contrat de vivre? Parce qu'on pourrait imaginer qu'au contraire, l'existence du contrat aurait pu être un élément un peu justement de prérequis aussi pour gérer au mieux la crise. Donc, je voudrais juste avoir quelques précisions sur les raisons de ce plantage, entre guillemets, en tout cas du contrat local de santé tel que vous l'avez évoqué. Merci beaucoup. Moi, je ne parlerai pas de blocage réel. On est plutôt sur un ralentissement net de l'activité du CLS. La difficulté, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est que le contrat local de santé, il était porté principalement par moi, en tant qu'adjoint à la santé à la mairie de Cargèse. Et on avait défini des axes sur le contrat local de santé. Donc, un des axes était, puisqu'on a signé le contrat local de santé en 2009, un des axes était la concrétisation du projet du pôle de santé. Donc, ça, on peut considérer que cet axe-là a été atteint. Donc, de fait, il n'a plus à être mis en chantier. Et on avait sur les autres axes, on avait trois autres axes. C'était le maintien des personnes âgées à domicile, des personnes dépendantes. On avait aussi un axe sur la prévention au niveau de la sexualité des adolescents et des préadolescents. Et le dernier, il me semble de mémoire, c'était on avait fait un axe pour essayer de vulgariser au niveau de la micro-région des cours de secourisme et l'utilisation des défibrillateurs semi-automatiques. Le souci, effectivement, c'est que ce soit les deux principaux interlocuteurs, donc c'était moi en tant que représentant de la commune de Cargèse et l'ARS. Et c'est vrai qu'on a peut-être eu le tort de beaucoup se consacrer au pôle de santé. Et qu'une fois que l'objectif a été atteint, c'est vrai que ce soit de mon côté ou celui de l'ARS, il y a eu moins de sollicitations. Et on peut dire que le CLS, il n'est pas bloqué, mais il est plutôt, je dirais, en sommeil. Et de toute évidence, l'émergence de la crise de la Covid a accentué cette situation, puisque l'ARS est totalement concentrée à 150% sur la gestion de la crise Covid. Merci Dominique. Il y a une question de Laurent Elgozi. Oui, merci. Bon, c'est effectivement très intéressant. Moi, j'ai deux remarques. La première que je viens de poser, est-ce que, et je me la pose aussi pour moi-même, est-ce que le fait d'être à la fois élu et professionnel de santé dans la ville, c'est une force ou une ambiguïté? On voit bien que
vous avez joué sur les deux leviers, évidemment. Donc ça, c'est la première. Deuxièmement, par rapport au lien avec l'ARS et le CLS, est-ce que le brevet de santé obligatoire, normalement, du pôle santé, s'est appuyé sur les données diagnostiques et sur les priorités du contrat local de santé, puisque, de mon point de vue, si la municipalité contribue à la mise en place d'un outil comme un pôle de santé, clairement, ce pôle de santé doit être mis, pas en totalité, mais en tout cas, doit être mis partiellement au service de la politique locale de santé. Et une des questions majeures qui se posent pour nos politiques locales de santé, c'est la mise en cohérence et de préférence même en convergence de l'ensemble de l'empilement des contrats, enfin, l'atelier santé-ville, le contrat local de santé, le PT, le brevet territorial de santé, le brevet régional de santé, bref, tout cet empilement, comment on fait pour que ce soit mis en cohérence et comment on fait pour que le brevet médical des différents acteurs, de l'hôpital, de l'EHPAD éventuellement, du centre de santé ou de la maison de santé, comment on fait pour que tous ces brevets de santé qui, encore une fois, doivent obligatoirement être écrits, soient intégrés, soient au service de la politique territoriale de santé co-conduite ou co-construite par les élus locaux. C'est une vraie question. Alors, concernant la première question, je dirais que pour ce qui me concerne, ça a été plutôt un atout et une force d'être en même temps adjoint et professionnel de santé, en sachant évidemment qu'on est dans un contexte démographique très restreint. Cargès, c'est un tout petit village avec une façon de fonctionner, que ce soit au niveau municipal ou au niveau professionnel, très convivial. Le maire est un ami. Donc, il est bien évident que le fait d'avoir cette double casquette, en l'occurrence, ça a été plutôt un facteur positif parce que ça m'a permis, du côté de l'élu, ça m'a permis d'avoir des relations privilégiées avec les collectivités locales, avec l'ARS, pour ce qui concerne tout ce qui allait suivre la mise en place du pôle santé, c'est-à-dire les subventions de frais de fonctionnement, les subventions d'investissement. Donc, en l'occurrence, pour répondre à votre première question, pour moi, ça a été clairement un atout et pas du tout ni une ambiguïté, ni un obstacle. D'autant que ma casquette de professionnel de santé, et ça a été notable, m'a permis de pouvoir réunir tous les professionnels de santé à micro-région de façon assez unanime. Alors il se trouve que parallèlement à ça, je suis président d'une association de formation médicale continue qui existe depuis 20 ans et donc on a d'excellentes relations confraternelles avec tout le monde. On n'est pas sur une notion de concurrence et donc voilà, cette double casquette en l'occurrence a été plutôt positive. Concernant la deuxième question, bien évidemment que nous avons fait dès le départ un projet de santé avec un cabinet d'études parisien d'ailleurs, qui a été financé par l'ARS. Et dans le projet de santé, sont développés la première partie du projet de santé. Donc, il y a toute une phase diagnostique et démographique par rapport à la micro-région et aux besoins de la micro-région. On avait d'ailleurs fait parvenir un questionnaire à l'ensemble de la population de la micro-région, qui est une micro-région très peu peuplée. Hein. On est 7500 habitants. Donc c'est une micro-région qui est très étendue et géographiquement très compliquée. Comme souvent en Corse, hein, il y a plusieurs vallées différentes. Donc, on avait eu un résultat diagnostique démographique intéressant. Et bien évidemment que dans le projet de santé, le contrat local de santé fait partie intégrante du projet de santé qui a servi de base au mode de fonctionnement du pôle de santé. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait que parfois, il peut y avoir un empilement des projets et que, effectivement, parfois, ça peut être paradoxalement un obstacle à la bonne activité générale. Mais oui, bien évidemment, c'est indispensable que dans notre projet de santé,
qui est un petit truc qui fait 150 pages quand même, on puisse intégrer et le fonctionnement du pôle de santé et le contrat local de santé pour avoir une prise en charge optimale des besoins sanitaires dans la micro-région. Qui, en plus de ça, en plus de tout, hormis le fait que démographiquement, on n'est pas très nombreux, mais très éloignés géographiquement, on est la région de Corse la plus âgée, avec une proportion de personnes âgées de plus de 75 ans qui est de 30%, donc qui est la plus importante de Corse. Donc, c'est énorme. Alors, il y a un autre versant, mais donc peut-être c'est un peu moins intéressant pour vous, mais c'est que parallèlement à ça, on a notre population qui est multipliée par 10 pendant l'été. Et donc, on est confronté à une double problématique parce que, par contre, pendant l'été, évidemment, on a un afflux touristique très important qui fait qu'il a fallu le prendre en compte aussi et bien évidemment pris en compte dans le projet de santé aussi. Très bien. Je pense que… Juste une intervention de Geneviève Pichard, Yves, peut-être aussi sur ce sujet, atout ou ambiguïté d'être professionnel de santé. Est-ce que vous voulez intervenir, Madame Pichard? Je veux bien. Donc, déjà, la précédente mandature, j'étais élue santé. Et c'est vrai qu'avec tous les professionnels libéraux, même hospitaliers, bon, je suis à Carcassonne, hein, il n'y a absolument aucun problème. On se connaît, hein, comme dans des petites villes de 50 000 habitants. Par contre, la difficulté, pour moi, c'est l'ARS. Au niveau du contrat local de santé, où il y a un CLSM aussi, il a vraiment fallu que j'insiste pour avoir des axes sur les violences, principalement les axes violences sexuelles. Ça a été du refus. Je n'ai aucune aide financière, puisque le directeur de l'ARS de l'Aude n'a pas du tout apprécié ma façon de refuser ses avis. Oui, on peut avoir des avantages et en même temps, je dirais, l'ARS se veut décideur, en tout cas chez moi, des actions contrat local de santé, alors que c'est quand même… et on les avait discutées, mais voilà. Et que là, c'est peut-être très mal barré sur les quelques années qui me restent sur la ville. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à notre dernier sujet. Merci beaucoup Yves et Dominique, en tous les cas, pour ce témoignage et ton intervention pour remettre en perspective ce témoignage, en tous les cas, de terrain. Cette fois, on va aborder donc le sujet de la santé environnementale. Comme Laurent l'a évoqué, et ça n'échappera à personne, le sujet de la santé et les attentes citoyennes sur les questions de santé-environnement ou santé environnementale sont de plus en plus prégnantes, avec à la fois une relation de la société au progrès scientifique qui évolue. Les citoyens souhaitent peut-être aussi que l'impact du progrès scientifique sur son environnement et encore davantage sur sa santé soit évalué et encore plus anticipé. On a la chance d'avoir Stéphane Baudet. Alors, Stéphane n'est pas élu, mais je suis sûre que ça va lui donner envie pour la prochaine mandature de s'engager comme élu. Stéphane Baudet, directeur de projet chez Nomadeis, donc il va nous en dire plus sur ce qu'est Nomadeis. Et Stéphane a eu la chance donc de mener un projet sur la santé environnementale avec 4 petites villes pilotes. Et on a la chance donc de pouvoir déjà avoir le retour d'expérience et les leçons qu'on peut en tirer et qui vont bien au-delà de la taille de ces villes. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention. Merci Véronique. Donc voilà, en 2 mots, Nomadeis, donc j'ai rejoint la direction il y a à peu près 2 ans. C'est un des premiers cabinets de conseil français en développement durable en termes d'antériorité. En fait, il a été fondé dès 2002 à la suite de la conférence de Rio. Voilà, et nous avons progressivement étendu à la fois notre clientèle, nos thèmes d'intervention, pour aujourd'hui être à peu près 25 personnes et avoir à notre actif 700 interventions à la fois dans le public et le privé.
Et donc aujourd'hui, on intervient sur 6 grands thèmes qui sont l'énergie-climat, l'eau et les milieux naturels, la biodiversité, la construction durable, les nouvelles mobilités, les filières de la bioéconomie, et donc tout ce qui est économie à base de biomasse, et la qualité de vie, santé, sport, donc y compris les questions de santé environnementale et de santé, de qualité de l'air, etc. Voilà, on peut. Alors, oui, c'est à moi de partager la présentation, c'est ça? Vous pouvez faire un partage d'écran. Oui, oui, oui. Voilà. Non, c'est toi qui le feras si ça ne marche pas. Merci beaucoup. Donc voilà, juste 2 mots pour Madis. Alors, une petite précaution sur cette fabrique prospective Petite Ville et Santé Environnement. Donc, c'est une intervention, les fabriques prospectives qui sont pilotées par l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. Et pour ce thème-là, en partenariat avec l'Association des petites villes de France. Et à chaque fois, il s'agit en fait de faire travailler un ensemble de villes concernées par le thème, donc entre 4 et 8 villes, pour à la fois produire des feuilles de route à l'échelon municipal et en tirer des enseignements pour le niveau national. Donc, dans le cadre de la fabrique Petite Ville et Santé Environnement, on a eu 4 petites villes qui sont fait partie de la fabrique, donc Saint-Péray en Ardèche, Chantepied en Ille-et-Vilaine, Montsartou dans les Alpes-Maritimes et Ramoville-Santagne en Haute-Garonne. Donc des villes qui avaient des situations assez différentes, soit en milieu rural, soit au contraire, comme dans le cadre de Chantepied par exemple, comme première couronne d'une métropole. Voilà, 4 séminaires locaux pour chaque ville et 4 séminaires intersites qui ont été organisés donc, pour partager des enseignements donc, entre les villes et avec la NCT. Le parti pris méthodologique qu'on a eu donc avec nos partenaires, on n'était pas seul dans cette fabrique prospective puisque c'était mis en œuvre par Elixeo, qui était le chef de file de du consortium, avec également Vincent Pupin, avec l'Association patrimoniale internationale et avec Mathieu Lagnon, Stratégie émergente. On a décidé de prendre cette question à partir de la manière dont les villes participantes concevaient la santé-environnement. On n'est pas parti d'une définition un peu académique, prédéfinie de la santé-environnement, mais la première chose qu'on a faite avec les villes, c'est de regarder comment est-ce qu'elles posaient la question très concrètement sur leur territoire. Alors, une petite précaution, là, ce dont je vais vous parler, en fait, ça provient de l'ensemble de mon expérience en matière de santé-environnement, puisque je suis intervenu aussi sur des cadres soit hors crise, soit de crise, nommément la crise de la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, et la pollution radioactive par Tchernobyl en Biélorussie. Voilà, les résultats seront disponibles normalement à partir de demain sur le site des fabriques prospectives, dont vous avez l'adresse ici sur ce transparent. Voilà, donc moi je ne vais pas déflorer le sujet et communiquer avant la NCT. Oui. Pardon, Stéphane, le partage d'écran n'a pas fonctionné. Vous voulez que ça soit Étienne qui partage l'écran? Ah, alors attendez, je refais, je réinitialise. Ça marche là ou pas? Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, on voit tout. Voilà, là vous voyez tout, c'est bon? Oui, oui, tout à fait. Ok, parfait. Donc voilà, donc là vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran et dans les tout prochains jours, il y aura une première note d'analyse qui va paraître et puis paraîtront les résultats plus détaillés d'ici la mi-octobre. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas me substituer à la NCT pour vous communiquer en détail ces résultats, mais simplement vous donner quelques enseignements qui proviennent de diverses expériences, dont notamment la fabrique prospective, mais pas seulement. Alors, voilà, donc ces expériences, c'est ce qu'on a pu faire à Nomadéis sur la qualité de l'air, sur l'urbanisme favorable à la santé, donc la fabrique prospective, des chartes territoriales chlordécone en Martinique et en Guadeloupe qui avaient pour particularité de faire des zooms territoriaux sur des petits ensembles de villes. Voilà, nous, ce qu'on voit, c'est que les petites villes, elles sont confrontées aux questions de santé-environnement,
en fait, dans une grande diversité de contextes. Ce n'est pas du tout la même chose de prendre cette question-là en compte quand on est une commune rurale ou quand on fait partie d'une métropole, quand on est en Outre-mer, quand on est en France métropolitaine, selon qu'on soit une commune littorale à très forte composante touristique. Je pense à la Corse, évidemment, mais la montagne aussi. Chamonix, par exemple, s'est préoccupé de la qualité de l'air en tant que commune de montagne et commune ayant une forte variabilité de population. Voilà aussi des contextes qui peuvent être très différents. Évidemment, vous ne prenez pas par le même bout quand il s'agit de prendre quelque part l'exposition chronique, quotidienne, entre guillemets normale, ou par des sources de pollution inhabituelles comme la radioactivité, la chlordécone, ou quand vous avez un cluster de cancer d'enfants dans votre commune. Ce qu'on a vu aussi, c'est que pour les petites villes, ça a été quelque part, elles ont pu en faire un fil rouge qui a permis de relier des sujets qui étaient divers. Voilà, Monsieur Rangard disait tout à l'heure que la santé effectivement touche toutes les politiques de la ville, mais ça a été la santé-environnement, c'est effectivement une manière de faire le lien entre des choses sur l'agriculture, sur les mobilités, sur l'alimentation, les pollutions, la qualité de vie, le lien social, le paysage, etc. Bien sûr, tout n'est pas activé partout et en même temps, mais ça donne quand même une diversité de points d'entrée dans cette problématique de santé-environnement. C'est-à-dire que la santé environnementale, on peut éventuellement, en tant que petite ville, être un peu effrayé par le sujet, le voir comme un sujet très technique, oulala, les perturbateurs endocriniens, les effets des ondes, etc. Ça peut être vu comme un sujet qui demande une expertise très forte sur des sujets pointus et sur laquelle d'ailleurs toute la connaissance n'existe pas forcément. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que les petites villes, elles s'en saisissent à hauteur d'homme, en partant de leur expérience, de leurs habitants, de leur tissu associatif et professionnel. Et donc, oui, les petites villes, elles sont légitimes, non seulement elles sont légitimes à se saisir de la santé environnementale, mais en plus, certaines le font. Et elles le font aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à cette échelle de grande proximité, la santé-environnement est souvent connectée à des dimensions assez fortes d'identité du territoire, de culture locale. Voilà, quand on a travaillé par exemple sur la chlordécone en Martinique ou en Guadeloupe, le réflexe des élus, c'était de dire oui, mais finalement, ça vient complètement réinterroger nos modes de vie, qui on est, la culture, les fêtes, les crabes qu'on mange à Pâques, la manière de pêcher, de voir notre rapport à la nature. Voilà, ville après ville, en fait, ça connecte vraiment à l'identité du territoire. Donc, effectivement, ce caractère très polymorphe de la santé-environnement, où on a l'impression que c'est une pelote qui entremêle beaucoup de choses, c'est aussi un avantage pour les petites villes, un atout, puisque les points d'entrée sont multiples et qu'en fait, il y a un certain nombre de bouts de ficelle qui dépassent de la flotte, qu'on peut commencer à tirer, à activer modestement à son échelle pour petit à petit construire une compréhension des enjeux de santé-environnement à l'échelle d'une petite ville. Donc, que ce soit par la question des espaces verts et des pesticides, de l'éducation de la petite enfance, de l'alimentation, de l'urbanisme, de l'aménagement, des mobilités douces et transports en commun, de l'alimentation, etc. Évidemment, les petites villes ne vont pas avoir les mêmes enjeux selon qu'il y ait soit par exemple des situations de pollution extrêmement fortes ou des crises de santé-environnement majeures, ou qu'il s'agisse plutôt d'améliorer en routine la santé des habitants. Et donc l'accès à l'expertise, s'il a un intérêt, ce n'est pas non plus un facteur bloquant pour rentrer dans ces sujets. Alors, les atouts, quelques atouts des petites villes, effectivement, elles ne vont pas saisir les choses de la même façon que la métropole. Déjà, en termes de santé, il y a un atout, c'est que souvent, elles ont un cadre de vie qui est plus préservé, une densité moins forte, une connexion à la nature qui est plus importante, avec un peu plus de nature en ville, des espaces ruraux, des espaces naturels proches, etc. C'est des villes surtout à dimension humaine, avec une forte dimension de démocratie, de proximité. Voilà, on le rappelait tout à l'heure, le maire, la municipalité a vraiment un rôle de revenir vers les citoyens, de rendre compte, mais aussi à l'inverse,
de faire émerger les initiatives des acteurs locaux, de mobiliser le tissu local. C'est plus facile à cette échelle de construire des politiques publiques de manière participative avec les acteurs du territoire de façon assez simple et de construire une action en commun partenariale. C'est-à-dire qu'il y a l'action que la ville peut prendre en propre à travers, par exemple, ses délégations de services publics, ses cantines, etc. Mais il y a aussi toutes les actions où la ville va agir avec des partenaires et n'a pas les leviers toute seule, et donc va s'allier aux professionnels tout court, aux professionnels de santé, aux associations, etc. Et va pouvoir aussi capitaliser sur l'expérience et l'expertise des acteurs locaux. Et être une petite ville, c'est aussi la possibilité d'être assez rapidement dans le concret, au plus près du quotidien des citoyens et finalement de faire rentrer la santé-environnement de manière plus facile dans la vie des personnes, de manière peut-être moins théorique ou moins englobante, mais en tout cas, c'est une manière de rendre ces questions-là plus tangibles. Alors, je fais vite parce qu'on est pressé par le temps. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a quand même des limites à l'action des petites villes. La première limite étant le millefeuille territorial. La petite ville peut faire beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses pour lesquelles elle doit agir avec des échelons territoriaux supérieurs. Quand il y a des questions de pollution de l'air avec des voitures par une départementale ou par une rocade qui est une route nationale, eh bien là, il va falloir agir avec le département, avec l'État, sur les transports, avec l'intercommunalité, avec la métropole, etc. Voilà, et là, on arrive à un constat, c'est que cette grande proximité démocratique qu'on a entre l'échelon de petite ville et le tissu local, quelque part, elle a un peu tendance à se perdre dans les couches du millefeuille territorial. Donc, il y a un vrai enjeu pour les petites villes de rendre ça intelligible et de réussir à refaire une connexion, pas seulement à leur échelon, entre élus et population, mais aussi aux échelons supérieurs. Évidemment, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais il y a des limites en termes de moyens financiers et humains des petites villes, et notamment, ça peut limiter l'accès aux dispositifs de soutien quand il s'agit parfois un cadrage qui est très précis et dans lequel les enjeux et les manières de faire de la petite ville ne rentrent pas forcément. Voilà, et la dernière limite, alors qui n'est pas du tout la dernière, je suppose qu'il y en a plein d'autres, mais la dernière limite que je voulais mettre en évidence, c'est des difficultés pour donner un cadre et une vision intégrée à l'action publique et à l'action partenariale. C'est une difficulté qui est partagée par tous les échelons, où on a tendance dans la culture administrative et de l'action publique à agir en silo. Mais la spécificité des petites villes, c'est qu'elles ont quand même plus de facilité à construire de la transversalité, à construire des connexions entre justement ces différents silos. Alors, tout derniers éléments, comment faciliter l'action des petites villes? Premièrement, construire des cadres d'engagement et d'action en commun qui réunissent différents niveaux territoriaux. C'est-à-dire vraiment donner un vrai corps à la notion de subsidiarité. Par exemple, dans les chartes chlordécone qui avaient été signées en Martinique et en Guadeloupe, en Martinique, pardon, en 2015, il y avait un engagement de petites communes, de la région, de l'État, avec vraiment la définition d'actions en partenariat, avec également une co-signature par les forces vives du territoire, par des associations, par des professionnels, etc. Là, c'était vraiment cet esprit d'agir en commun et de ne pas être seulement dans une subsidiarité qui consiste à déléguer aux échelons inférieurs voilà, à séparer quelque part les compétences entre échelons inférieurs et échelons supérieurs, État, etc. Là, il s'agissait vraiment de voir qui pouvait faire quoi ensemble sur un certain nombre de thèmes, sur la construction d'ateliers, sur la chlordécone au niveau local, pour les femmes enceintes, etc. Enfin, des mesures très concrètes. Voilà. L'adaptation aussi des dispositifs de soutien nationaux aux spécificités des petites villes, en étant peut-être un peu plus libre sur le contenu des propositions, en donnant plus de possibilités d'expérimenter localement. Et puis bien sûr la question d'expertise qui va quand même se poser
au bout d'un moment, quand on commence à rentrer à certains sujets, voilà, de réussir à mettre à disposition de l'expertise quand c'est nécessaire, pas seulement de l'expertise associative, et notamment sur des situations de crise sanitaire environnementale, et pouvoir construire les expertises avec les forces vives du territoire. C'est vraiment partir des questions du territoire et pas seulement des questions d'experts pour construire une expertise qui donne vraiment les réponses que les gens attendent. Et là-dessus, en France, on a quand même une certaine expérience de montage, de processus d'expertise pluraliste, de démarche d'ouverture à la société, des grands instituts publics d'expertise, etc., qui avaient signé, je crois, déjà il y a plus de 10 ans, une charte commune d'ouverture à la société pour certains d'entre eux. Voilà, c'est les quelques points que je voulais très, très brièvement soumettre à votre attention et à votre sagacité. Voilà, et je crois que nous sommes dans les temps. Eh ben, c'est parfait, Stéphane. En plus, vous êtes parfaitement dans les temps. Alors, on va, pour ceux qui peuvent rester un tout petit peu, au moins 5 minutes, garder ces derniers 5 minutes pour des échanges. Alexandra, tu avais déjà une question. Je te laisse exposer. Je veux pas monopoliser le temps de questions, mais ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu votre dernière slide là, sur le cadre d'engagement, je ne sais plus quel est le terme, et d'action. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça intègre différents niveaux de responsabilité. Contrairement au contrat local de santé, c'est vraiment la commune avec l'échelon ARS. Donc, je pense que c'est un sujet à creuser. Je voulais savoir qui était garant du cadre. Est-ce que c'est le préfet, guichet unique de la responsabilité sur ce champ santé environnementale, ou est-ce que c'est l'ARS? Comment? Parce que c'est très bien ce cadre, mais qui en est garant et qui suit les résultats finalement au final? Alors, là-dessus, en fait, il y avait l'idée de mettre en place vraiment une gouvernance adaptée, c'est-à-dire avec deux instances de gouvernance, en fait. Une instance vraiment de responsabilité, où c'était en l'occurrence une association d'élus, l'association des élus signataires de la charte, qui s'était montée à cette occasion-là. Et puis l'État était présent à travers un deuxième comité qui était un peu plus un comité de partenariat qui réunissait plus largement les principaux partenaires publics et privés dans l'idée de faire un suivi, une évaluation des actions qui ne soient pas seulement administratives, du type on définit des indicateurs et puis une fois de temps en temps on se réunit et on dit quel est le progrès par rapport à ces indicateurs. Bien sûr, il y avait cette notion-là, mais il y avait surtout derrière une notion de facilitation avec l'idée d'avoir une personne ou voire une équipe dédiée qui permettent justement de faire le lien entre ces acteurs, de déminer les problèmes, de niveler les obstacles et de savoir voilà, vraiment avoir un rôle d'abeille et de facilitation pour faciliter cette action en commun. Et sans ces trois, en fait, il y avait ces trois piliers qui sont la responsabilité, l'intelligence en commun et la facilitation. C'est difficile de construire une action en commun vraiment efficace s'il manque un des trois piliers. Oui, je pense que c'est très intéressant en tous les cas, Stéphane, d'avoir donné ces éléments complémentaires. J'avais une question également sur la continuité des actions. Toutes les actions qui ont été initiées par ces petites villes, enfin ces villes pilotes, que vous avez donc aidées aussi dans la façon, la méthode, etc. Comment ces villes, maintenant que l'expérimentation entre guillemets est terminée, se déterminent dans la continuité? Est-ce qu'elles se sont maintenant complètement emparées du sujet et vont encore développer d'autres choses en matière de santé environnementale? Quelle est l'étape d'après cette année, enfin 2 années à cause de l'épidémie, entre guillemets, d'expérimentation? Alors, l'étape d'après, alors là-dessus, je suis un peu soumis à un devoir de réserve dans la mesure où je ne peux pas vous dévoiler l'intégralité de ce qui sera dans les rendus de la NCT. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas un processus qui forcément se termine, voilà, ben on a fait la fabrique, c'est sympa, on a fait des séminaires, maintenant c'est terminé, au revoir. Premièrement, parce que la NCT a quand même un certain nombre de dispositifs de soutien aux petites villes. Ça, c'est un point important parce qu'on parlait du financement, on reviendra aussi sur les difficultés de financement, etc.
Mais il y a quand même en matière de santé environnementale la possibilité de se faire aider à la fois d'un point de vue ingénierie, mais aussi d'un point de vue subvention pour mener un certain nombre d'actions. Voilà, qui vont pouvoir soutenir ces communes. Parce que, évidemment, une fois que vous avez construit un groupe avec des élus, des services et des forces vives du territoire qui a bien fonctionné, où les gens ont pris plaisir à être ensemble et ont vu qu'ils arrivaient à construire une vision cohérente et partagée à la fois de la situation de leur territoire et de ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses, eh bien, ils n'ont pas envie d'arrêter là. Donc, il y a effectivement des petites villes qui ont envie de continuer et qui vont mobiliser ces outils. Voilà. Mais pour plus de détails, je suis forcé de vous renvoyer au futur livrable donc de vous la voyez NCT. comment on est très voilà. proche de l'actualité. Voilà, c'est à un jour près, j'aurais pu vous en dire plus, mais là, je dois réserver la primeur, et c'est bien normal, à la NCT. Mais oui, en tout cas, c'est clair que ce qui était intéressant là-dedans, c'est que c'était un changement de manière de faire. C'est une manière de faire qui était moins administrative, qui plaçait les citoyens, les professionnels, les élus des petites villes et des élus de métropole aussi, puisqu'on a eu la chance d'avoir dans certaines villes la participation de la métropole, dans une situation un peu différente, sur un pied d'égalité, où vraiment il s'agissait de tricoter ensemble des On nous a perdu, Stéphane. nouvelles. On va se mettre ensemble, mettre d'accord ensemble sur ce que va faire la puissance publique. Et puis après, ça rentre dans les outils de la puissance publique, c'est terminé. On se met d'accord ensemble sur ce qu'on va faire ensemble. Et c'est très différent. Oui. Est-ce qu'il y a une question encore brûlante avant que l'on se quitte, hein, puisque on s'est engagé à respecter au maximum ce format court. En tous les cas, on ne ratera pas le communiqué de presse de la NCT demain matin. Laurent, est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on se quitte? D'abord souligner que c'est intéressant que ce soit l'ANCT, donc l'ex-politique de la ville, qui ait lancé ce travail-là. Et clairement, Élus Santé publique et Territoire est plus soutenu, plus anciennement et plus fortement soutenu par la politique de la ville que par la Direction générale de la santé. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les spécialistes de la santé publique en France, qui sont au ministère de la Santé, enfin, ou qui pensent qu'ils sont au ministère de la Santé, sont finalement beaucoup plus réticents sur les questions de politique locale, sur l'engagement d'autres acteurs qu'eux. C'est eux les spécialistes, c'est eux qui décident. C'est pareil pour les directeurs d'ARS, je le faisais remarquer dans un commentaire, plus que l'ANCT, dont la manière de faire depuis le départ, c'est de travailler avec les habitants, avec les élus locaux. Évidemment, il n'y a pas de contrat urbain de cohésion sociale ou de contrat de ville si le maire ne le signe pas. Donc, c'est consubstantiel de la politique de la ville. Et donc, c'est normal que la NCT le porte. Mais en même temps, excusez-moi, c'est gênant que le ministère de la Santé ne soit pas plus présent sur ces questions. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit, que je trouve très, très intéressant, sur la question des moyens, et Véronique l'évoquait, pour santé-environnement, il y a le plan national et surtout les plans régionaux santé-environnement, auxquels il me paraît indispensable que les collectivités locales participent plus. Moi, j'y ai participé pour le PRSE Île-de-France 1, 2 et 3. Il y avait très peu d'élus, il y avait très peu d'engagement des collectivités. Or, ce sont les collectivités qui vont mettre en œuvre un certain nombre d'actions décidées dans le PRSE. Donc, autant participer à sa construction de manière à pouvoir, après ça, l'implanter, l'implanter et éventuellement le faire partiellement cofinancer par le PRSE et par la préfecture. Ça veut dire que, certes, il faut une association comme SPT, il faut s'appuyer sur ces recommandations, il faut les faire connaître, y compris aux directeurs d'ARS, aux préfets, etc., donc le plus largement possible. Mais il faut également investir le plus possible tous les lieux de démocratie en santé, de pouvoir ou d'influence, pas de pouvoir, mais en tout cas tous les lieux d'influence qui sont dans le champ de la santé, de manière à ce que cette question de la territorialisation des politiques de santé devienne entendue par tous. En tout cas, merci à notre président, merci Véronique d'avoir animé, et merci à vous tous d'avoir participé. À très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup, mon grand témoin. Vraiment, merci à tous. C'était ce premier webinaire de la web-série. Donc, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour le deuxième webinaire qui sera donc animé par Daniel Valero. Donc, au nom de l'ensemble du bureau ESPT, notre président Gilbert, bien sûr, Alexandra, Daniel, Francis et Laurent, notre président d'honneur. Merci Étienne Cambarieux qui a assuré tout le soutien technique. Donc, comme je l'avais évoqué en début de séance, surtout, n'hésitez pas à envoyer à Étienne toutes vos suggestions pour de prochains webinaires. On aura beaucoup d'énergie, de détermination à les organiser pour partager encore une fois vos attentes, vos besoins et les solutions, ou en tous les cas certaines actions qui méritent d'être partagées, car présentées comme étant des réussites, mais aussi les difficultés et ce qui ne marche pas, c'est aussi important. Merci à tous. Et donc, à très vite pour le deuxième webinaire. Daniel, tu te tiens prête, donc qui a lieu le 6 octobre prochain. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir et merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.